Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série spécial e-commerce Connect, événement dont l'édition du 16 octobre 2019 est dédiée au DNVB, Digital Native Vertical Brand, autrement dit un événement pour les nouvelles marques pure players du e-commerce qui maîtrisent la chaîne de valeur de A à Z, de la création en passant par la production, la vente et jusqu'à la livraison chez le client. À cette occasion, j'ai enregistré une courte interview de 15 minutes environ de chacun des principaux speakers de la keynote. Chaque interview correspond donc à un nouvel épisode du podcast, bien sûr, toujours sans coupure. Je vous souhaite une bonne écoute à vous tous. Bonjour Geoffrey, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es le fondateur de Bonne Gueule. Cofondateur de Bonne Gueule, oui, vous êtes plusieurs. Deux, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Eh bien, j'ai 32 ans, je viens d'Alsace. Je suis arrivé à Paris il y a une dizaine d'années pour une école de commerce. Et en fait, en arrivant, on s'est rendu compte que il y avait des petits efforts à faire sur le vêtement, qu'on était dans un certain milieu social quand même particulier et qu'on débarquait de sa région natale. Et du coup, ça a été un petit peu notre fil rouge. On a commencé à s'intéresser aux vêtements il y a cette dizaine d'années. Puis petit à petit, c'est devenu une passion. On s'est mis à rencontrer plein de gens dans la profession, des filateurs, des façonniers, des marques, des distributeurs, des fonds d'investissement. Attends, tu vas hyper vite. Tu arrives. T'es sensibilisé à la mode, oui. Et puis tu arrives à Paris, tu découvres des choses nouvelles ou... Ouais, on découvre la mode. Tu découvres la mode. Là, tu me dis que tu as déjà rencontré des gens, mais avant de les rencontrer, qu'est-ce qui a motivé cette rencontre ? Eh ben, en fait, au début, c'était une curiosité et il y a toujours cette envie de travailler dans la mode. Après, par rapport à nos études, on a tous les deux fait des écoles de commerce. Moi, avant, j'étais dans les études de préparation, de classe prépa aux ingénieurs. Donc, on a tous les deux fini dans des grands groupes au tout début de notre carrière. Mais en fait, il y avait toujours cette voie qui nous appelait vers notre passion pour le vêtement. Et du coup, après 2 ans de début de carrière dans le conseil en stratégie et puis dans l'ingénierie d'affaires, pour ma part, j'ai basculé. Je me suis mis à plein temps sur le projet Bonne Gueule avec Benoît. Parce qu'en fait, avec Benoît, vous vous êtes rencontrés à l'école, l'école de commerce, ou vous vous connaissiez déjà d'avant ? Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait la même école de commerce, mais on s'est rencontrés sur Internet parce qu'on avait tous les deux un blog. Et quand lui, il était en première année, moi j'étais en 3e année à l'étranger, donc on n'avait pas d'occasion de se croiser sur le campus. Mais c'est le web qui nous a réunis parce qu'on trouvait que c'était quand même assez bizarre et assez étonnant d'être 2 geeks de mode dans une école où c'était plutôt des geeks d'informatique. Et, tu tenais un blog qui avait pour vocation, arrête-moi si je me trompe, mais de partager ta passion. Ouais, l'idée c'était vraiment de partager notre passion, plus pour le vêtement en fait que sur la mode. Ouais. C'est-à-dire nous ce qui nous intéressait c'était pas les défilés, les tendances, les trucs qu'on voit à la Fashion Week. C'était vraiment un vêtement, comment il est fabriqué, c'est quoi ses détails, quelles sont leurs origines historiques, pourquoi on utilise une matière plutôt qu'une autre, un savoir-faire plutôt qu'une autre. Et finalement il n'y a rien qui nous rend plus heureux que de parcourir des ateliers en Italie, dans le Tarn, etc. où on a des personnes parfois... à l'article de la retraite qui nous explique tout leur savoir. Et c'est bien plus fun pour nous que d'être invité au défilé de Balmain. Oui, donc ça, chacun de votre côté, c'est une sorte de passion. Ouais, on avait la même passion, le même angle en fait sur le sujet. Et du coup, quand on s'est découvert, on s'est dit bingo, on va faire quelque chose ensemble. Donc vous êtes découvert par le contenu en fait, parce voilà. que vous étiez des producteurs de contenu. On avait nos 2 blogs, c'était des hobbies. Hein. Ouais. Et puis on s'est dit, ce serait quand même mieux si on unissait nos forces. Et comme on était très complémentaires sur les compétences, mais avec la même vision, les mêmes valeurs, eh bien ça a bien fonctionné. Et de cette espèce de moteur de 2 personnes au début, il y a une équipe qui s'est greffée et un projet qui a démarré. Donc toi, tu abandonnes ton parcours professionnel que tu avais commencé dans le conseil. Lui, il faisait un peu la même chose. Pareil, ouais. Et vous dites, allez, on se lance, on crée quoi ? En fait, on avait déjà ce blog. L'objectif, c'était juste de communiquer notre passion,
Et c'était notre seul objectif. Je dis ça parce qu'en fait, il n'y avait aucun objectif de monétisation. On n'a jamais donné un seul euro à une marque ou à un distributeur. Enfin, on n'a jamais pris 1 euro d'une marque ou d'un distributeur pour faire un article sponsor, de la pub ou des liens d'affiliation. Le blog a toujours été vierge de toute présence commerciale. Le blog, il avait déjà une énorme influence, hein, si je dis pas de bêtises. Le blog, en 2007, il est né. Vers 2010, il commençait à faire 10 ou 15 000 visiteurs uniques par mois. Donc ça restait tout petit. Hein. Ouais. Mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient au sujet à l'époque. La mode masculine, c'était encore assez tabou, assez peu admis par l'homme. Ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. Et puis, on l'a développé cette audience. Et aujourd'hui, c'est le premier média en français sur la mode masculine avec 5 millions de visiteurs uniques par an. Waouh. Donc, c'est en quelle année que vous lâchez vos jobs respectifs ? Donc ça, c'est au tout début 2012. Début 2012. Et On avait déjà créé un e-book. Ouais, c'était la première brique de monétisation de Bonne Gueule, parce que les mecs nous disaient on aime vos contenus, mais on en veut encore plus, et on serait prêt à payer pour en avoir plus. Et comme à l'époque, il y avait Amazon qui lançait le Kindle Fire, il y avait vraiment un marché de la liseuse qui permettait de faire des e-books dans toutes les thématiques. Eh bien, on a lancé le nôtre, qui était une sorte de fashion 101. Je n'aime pas trop le mot la mode pour les nuls, parce que c'est pas l'objet, c'est pas de juger. Et ça a très bien fonctionné. Ça nous a rapporté 5 000 euros par mois. Donc pour des étudiants ou des jeunes actifs qu'on était, c'était assez inattendu. Et ça nous a laissé rêver à faire plus de ce projet que simplement d'avoir un side business en plus de nos carrières dans des grands groupes. Le nom Bonne Gueule, il apparaît quand ? Dès le début, c'est Benoît qui l'a trouvé avec un ami à lui. Nous, on trouvait que ça marchait bien parce qu'il y avait cette connivence, ce côté un peu masculin, un peu grivois. On trouve que ça nous va bien. Ouais, je confirme que c'est un bon nom. Et donc, vous vous lancez pour d'abord monétiser peut-être un petit peu le contenu que vous produisez, ou pas du tout ? C'est quoi l'idée sous-jacente quand vous vous unissez pour dire voilà, on va faire un business ensemble ? C'était d'abord de faire l'e-book ensemble. Ouais. On voyait ça comme un projet fun. On se disait si ça marche pas, c'est pas grave, au moins on aura un jour dans nos vies écrit un livre, quoi. Ouais. Puis la communauté, on savait que même si ça se vendait pas, qu'il y avait des gens qui le demandaient vraiment, parce qu'en fait, si on revient en 2010-2011, il y avait encore très très peu de contenu sur les différentes niches ou verticales sur Internet. Si par exemple quelqu'un est passionné par le dressage des chiens ou la photographie ou dans notre cas la mode masculine, il n'y avait pas forcément un site qui expliquait à fond tout le sujet. Et du coup, nous, il n'y avait pas réellement de concurrence. Il y avait un blog qui s'appelle Comme un camion qui était arrivé un petit peu avant, mais il parlait plus des marques que du conseil en style. Mmh. Et finalement, on a une autre niche et on a une autre audience. Et c'est pour ça que quand on s'est lancé, on n'a pas pris trop de risques. Ça a bien fonctionné. Donc l'audience augmente au fur et à mesure que le temps passe. À force d'écrire, à force de leur répondre. Leur répondre, c'est important aussi. On répond encore à 6000 questions par mois. Ouais. Et dès le début, on a toujours une relation quotidienne à la communauté, à répondre à toutes les questions, à répondre à tous les mails. Il n'y a jamais une seule communication qui n'obtient pas de réaction de notre part. Et c'est ça qui transforme une audience en communauté, quoi. Parce qu'en répondant, on met une interaction humaine. Combien de temps dure cette phase pendant laquelle vous animez justement cette communauté ? Elle ne s'arrête jamais. Non, mais ce que je veux dire de façon exclusive. De façon exclusive. Je pense qu'on a commencé à prendre un community manager vers 2013. D'accord. Quand à un moment, vraiment, on ne pouvait plus tout faire. Parce qu'aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est 45 personnes, c'est une DNVB, donc c'est quand même beaucoup de verticales, beaucoup de métiers différents. Et là, tu parles donc justement de DNVB, ça veut dire que maintenant, vous vendez des produits. Oui, ensuite, en 2014, on s'est mis à lancer nos produits. La raison, c'est que déjà, c'était un choix de passion. Hein. Quand on est passionné de vêtements, à un moment, on a envie d'avoir les siens. Et l'autre raison, c'est que d'un point de vue plus pragmatique, les contenus, on n'y voyait pas un business pérenne, même si ça marchait très bien, que ça générait énormément de marge. C'était du produit numérique, hein, donc forcément, c'était assez simple à gérer, pas de stock. Mais on se disait, de plus en plus, le contenu, c'est pas quelque chose qui se vend, c'est plus quelque chose qui aide à vendre. Mmh. Et du coup, on a testé des collaborations de vêtements avec d'autres marques pour ensuite en arriver à faire notre propre marque à nous, tout seuls comme des grands. Et en aidant en fait la vente avec toute une logique de développement de contenu. Ouais, c'est très clair et très logique. Quand vous décidez de créer votre marque et de vendre vos vêtements, par quoi vous commencez dans votre réflexion? Vous dites c'est quoi ce que vous allez vendre? La première réflexion en fait c'était vraiment
le produit, quoi. En fait, on est des geeks du produit, on est obsédés par Ouais, ce mais qu'on met dans un par vêtement. lequel? C'est un pull, une chemise, un pantalon, Au c'est début, quoi? notre agence e-commerce nous avait pris pour des fous. D'ailleurs, ils ont failli pas nous faire nous répondre à l'appel d'offres parce qu'ils croyaient pas en des mecs qui voulaient faire tout un site e-commerce pour 2 t-shirts, un jean et une chemise. Mais c'était pas n'importe quel jean, n'importe quelle chemise. C'était un jean en tissu japonais. Donc c'est des toiles de jean très robustes, très authentiques, qui sont un peu les toiles qu'on trouvait dans les années 60 ou 70 sur le marché. La chemise, c'était du coton, lin et d'une fibre qui s'appelle du rami, qui est une sorte d'ortie, un peu comme du chanvre. Ça fait un tissu qui est assez robuste, qui fait un peu workwear, un peu comme les vêtements de travail de l'époque aussi, mais en même temps qui est gratté, donc qui a quand même une structure douce. Et à chaque fois, le produit comme ça, on le bosse à fond. C'est pas seulement le fait d'avoir un beau tissu, c'est aussi le fait de s'imprégner de l'histoire des hommes et des femmes qui le font. Donc on envoie aussi des caméras, des micros. Ouais, ça, c'est ce qui vient enfin, un peu après, mais Ça, dès le début. Dès le début. Ah oui, dès le début, la raison du Mais succès comment de tu Bungle, c'est on explique le produit et on prouve toutes ses caractéristiques en faisant du contenu autour, mais du contenu d'investigation quasiment. Ouais. Comment vous, ce jean-là, qui fait partie des 4 premiers vêtements, Oui. je prends l'exemple du jean, mais c'est pareil pour les autres, comment vous faites le sourcing? Comment vous faites pour trouver le fabricant qui va pouvoir répondre à votre cahier des charges? Ah bah faut fureter, tester, faire des erreurs et à un moment garder les bons. Il y a des salons comme Première Vision qui centralisent tous les façonniers, tous les tisseurs de la place. Les gens qui vont vous vendre aussi des boutons, des zips, etc. Et puis il y a aussi tout le bouche à oreille, mais c'est vrai que souvent c'est une donnée un petit peu confidentielle. Les marques, elles lâchent pas leurs fabricants, pas seulement parce que elles veulent conserver le secret sur leur marge et tout, mais aussi parce que si à un moment vous avez un bon fabricant qui vous fait des bons prix et que vous le dévoilez, ben, tout le monde va se jeter sur lui et vous risquez d'être celui qui passe en dernier 2 ans plus tard. C'est un peu comme si il faisait chaud dans le désert et qu'à un moment tout le monde découvrait le même oasis, quoi. Mais du coup, concrètement, ça veut dire que avec Benoît, vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous êtes allé rencontrer ces différents producteurs. Ouais, on a rencontré tout le monde. On s'est attaché aussi rapidement les services d'un mec qui s'appelle Alexandre, qui était notre deuxième stagiaire et qui lui avait fait un premier stage chez APC, qui nous a aussi apporté certains sourcings. Et puis à force de chercher, d'être passionné, de creuser, parfois on trouve aussi des indices sur des étiquettes, où vous trouvez par exemple le contact d'un façonnier ou d'un fournisseur de fil quand vous lisez un nom bizarre sur le carton chez votre tricoteur. Et ces fabricants, ils sont basés où? Alors, les fabricants, ils sont basés en Union européenne. Ouais. Donc, en fait, dans chaque pays de l'UE, vous avez un peu des spécialités. Les Portugais, ils sont très forts sur le montage des jeans, des chemises. Les Italiens, c'est le tricot. Les Anglais, c'est le cuir. Et les Roumains, c'est tout ce qui est costume. Parce que très longtemps, ils avaient les costumes de l'URSS qui étaient produits là-bas. D'accord. Et donc, l'idée, en fait, c'est de prendre ce qu'il y a de mieux en Europe. On ne cherche pas à faire du made in, on cherche plutôt à faire du made how. On veut que ce soit bien fait. Et quand on peut, on s'appuie aussi sur les savoir-faire français. On fait nos draps de laine dans le Tarn, dans une entreprise du patrimoine vivant qui a 155 ans. On achète du cuir, des Oxford dans les Vosges, des velours. On prend ce qu'il y a de meilleur en fait en Union européenne. Et puis on utilise aussi des matières japonaises et américaines quand on cherche des trucs très spécialisés. Aujourd'hui, on est en 2019, fin 2019. Comment tu qualifies la proposition de valeur de Bungle? Alors Bungle, j'aime pas tellement le mot luxe accessible parce que je trouve qu'il a été très galvaudé par certains acteurs qui prenaient juste le code de vente du luxe, les codes d'image, mais qui faisaient pas un produit de luxe. Il faut savoir que le luxe aussi, aujourd'hui, il n'est pas non plus irréprochable sur la qualité de ses produits. Du coup, je dirais qu'on a un produit qui est haut de gamme et qui est vendu par contre avec une logique de start-up, quoi. À savoir, on met beaucoup d'attention sur le service client, sur l'expérience, sur le côté no risque. Par exemple, on répond à la moindre question en moyenne en 2 heures. On rembourse tout en cash sous 24 heures. On propose par exemple des expériences en boutique pour découvrir le vêtement où pendant 1 heure, vous allez pouvoir prendre rendez-vous et la boutique sera privatisée en partie pour vous. Et vous pourrez poser toutes vos questions sur toutes les marques et apprendre plein de choses sur le vêtement. Ouais, c'est intéressant cette approche. Ça crée un effet waouh, quoi. Physique du retail. Comment t'en es arrivé, enfin avec Benoît, vous en êtes arrivé dans le retail?
Alors, comme souvent, c'est en testant, hein. Mais à un moment, Aujourd'hui, c'est quoi le retail pour Bonne Gueule? Aujourd'hui, c'est 5 boutiques Ouais. à Paris, Lyon et Bordeaux, Oui. avec un objectif fort de développement. Même si 2 tiers de la croissance, ça reste à terme et des ventes, ça reste à terme le e-commerce. Et donc la logique des boutiques, c'est que souvent, les mecs, ils ont quand même besoin à un moment de se rassurer, de toucher le produit, surtout sur des produits haut de gamme, donc qui ont un certain prix. On n'a pas les prix de Zara, ça ne nous intéresse pas de faire ce que fait très bien Zara, mais nous, voilà, on est sur un autre créneau. Ouais. Et donc l'idée, c'est ils viennent, mais on voulait pas simplement que ce soit un truc de web to store où finalement ils viennent, Tu ils veux achètent un proposer une produit, ils repartent. expérience en fait. Voilà, on voulait une vraie expérience. Du coup, aujourd'hui, on développe du contenu, des ateliers, ces fameux rendez-vous one-to-one privés. Et puis derrière, il y a toute une logique aussi pour que le feeling des visiteurs, il soit vraiment celui d'une marque amicale et bienveillante. Par exemple, si on avait fait comme tout le secteur et qu'on avait mis des primes au chiffre d'affaires à chaque vendeur, en fait, on aurait créé une relation à nouveau de clients et de vendeurs. Mais nous, on voulait créer une relation pair à pair. Donc, en fait, on a fait des primes à la satisfaction client pour les vendeurs. Comment tu la mesures? On la mesure avec le Net Promoter Score. Donc, c'est la fameuse question que un peu tout le monde connaît. Recommanderiez-vous Bonne Gueule à un ami, un collègue ou un proche? Et donc ça, on la mesure par boutique, par canal, sur le web aussi. Et on a des résultats qui sont hallucinants. On est en ce moment autour de 94 de score NPS. Pour vous donner une idée, la moyenne du secteur, elle est plutôt à 30. Waouh. Et à 40, on est considéré comme bon. Bien. Ouais. Donc, mais on est obsédé par ça. Donc on fait tout pour et à la fin, ça paye. Bon, je suis content. Je suis content que tu nous partages toute cette expérience et la façon avec laquelle, en un temps relativement réduit, vous avez réussi à faire de Bonne Gueule une marque. Aujourd'hui, je crois qu'elle est reconnue, cette marque. Les gens, il y a une notoriété. Et s'il y a une notoriété et qu'elle est reconnue, c'est parce que derrière, il y a une exécution qui tient la route. Vous êtes cohérent entre la proposition de valeur que vous défendez et la façon avec laquelle vous l'exécutez. En ça, c'est vraiment une belle réussite. Dernière petite question avant que je te laisse repartir à tes occupations, à ton déjeuner. La question qui est celle de la transition écologique, en fait. Comment le e-commerce, le commerce et la transition écologique peuvent marcher ensemble, main dans la main. C'est aussi ça le commerce du futur. Comment ce sujet-là est abordé chez Bonne Gueule? C'est un sujet super important et on pourra en parler pendant 2 heures. En fait, nous, ce qu'on a senti, c'est que de plus en plus, la demande, elle vient pas seulement des clients, mais elle vient aussi de l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, même des interlocuteurs financiers demandent à Bonne Gueule, par exemple, de remplir des audits e-commerce. Il y a plein de fonds d'invest aussi qui sont développés autour de l'impact social et environnemental. Donc, ce qu'on a vu arriver, c'est que c'est plus seulement non plus une conviction personnelle ou une demande de la communauté, mais c'est devenu simplement l'air qu'une entreprise doit respirer. Et c'est aussi un facteur de viabilité économique, parce qu'il vaut mieux prendre les actions maintenant quand on peut, plutôt que trop tard et qu'on devra faire pivoter une organisation entière autour de pratiques totalement différentes dans chaque étage de l'entreprise, quoi que ce soit le produit, la supply chain, le mode de communication. Et concrètement, alors, concrètement, sur toutes les verticales, en fait, on travaille. Par exemple, sur le produit, il y a 98% des matières qui viennent du Japon ou des US, en favorisant du local à chaque fois. Par exemple, là, on vient de sortir un blouson avec de la fibre de laine française, sachant que c'est des races de moutons qui ont des fibres de laine qui n'étaient plus utilisées, qui étaient jetées ou qui finissaient en isolant dans le BTP au mieux. Et nous, par exemple, on s'est greffé à un projet de revalorisation d'une filière française qui s'appelle Tricolore, le projet, pour reconnecter les éleveurs avec les tisseurs. Parce que les tisseurs français, ils n'utilisaient plus de la laine française, ils utilisaient de la laine australienne ou néo-zélandaise. Donc ça, c'est par exemple sur les verticales produits. Après, il y a aussi une logique d'hyper-transparence. Aujourd'hui, le consommateur, il veut tout savoir. On ne peut plus simplement avoir une stratégie d'arbre qui cache la forêt en disant voilà, moi, mon truc, c'est l'empreinte carbone, ou voilà, moi, mon truc, c'est le Made in Europe. Non, il faut être bon partout et se rendre auditable. Donc, on liste nos actions, on les publie, on répond à chaque question. Là, on est en train d'écrire un article sur nos comptes de résultats. On l'explique ligne par ligne à notre communauté. Quand on a levé des fonds, par exemple, avec des business angels il y a 4 ans,
On a fait un article aussi sur c'est quoi une levée de fonds, pourquoi on l'a fait, qui rentre dedans, qu'est-ce que ça va impliquer. Donc c'est vraiment cette logique d'ultra communication, ultra transparence. Et ça, mine de rien, c'est assez dur à porter parce que c'est du temps, mais c'est important. Et ensuite, il y a aussi tous les enjeux propres à une boîte de e-commerce. Donc c'est réduire son packaging, réduire son nombre de colis, faire en sorte, si possible, que le packaging soit réutilisable, qu'il n'y ait pas de suremballage. Donc on a des projets à tous les niveaux. Après, il y a encore pas mal de freins aussi. Il y a des choses qui n'existent pas. Par exemple, on aimerait bien enlever les blisters plastiques de nos produits. Et le problème, c'est que quand on fait du commerce et qu'en face, il y a un client qui attend une expérience haut de gamme, il ne peut pas avoir une chemise chiffonnée ou une chemise qui a un peu pris l'odeur à un moment s'il y avait une fuite d'eau dans un entrepôt ou dans un camion. Donc, il n'y a pas encore de plastique. Il y a encore un chantier. Et je comprends il y a plein de chantiers. Ouais. C'est une course de fond qui transforme étape par étape l'entreprise. Et c'est cette course-là que vous avez déjà bien entrepris. Et, oui, je pense que c'est aussi OK de dire on n'est pas parfait et on fait le maximum. Ouais. C'est important aussi que les marques fassent preuve d'humilité et de vulnérabilité. Et finalement, quand vous avez cette démarche, tout le monde, les consommateurs les premiers, comprennent totalement que vous ne pouvez pas faire chaque chose parce qu'à un moment... tout faire tout de suite, c'est impossible. Il n'existe pas, par exemple, encore des plastiques qui peuvent remplacer les blisters. Vous savez, il y a les amidons de maïs, mais vous ne pouvez pas avoir un vêtement qui, au bout de 6 mois, se retrouve plein de paillettes. Parce que ça ne résiste pas plus de 6 mois. De sacs, voilà. Donc il y a encore pas mal d'enjeux dans l'industrie qui sont des challenges qui sont à relever. En tout cas, merci pour la transparence avec laquelle tu nous livres toutes ces informations, Geoffrey. C'est, je crois, important et c'est quelque chose qui parle de plus en plus à de plus en plus de monde. Merci de m'avoir écouté. Non, je t'en prie. Ultime question, si on veut te suivre quelque part sur les réseaux sociaux, c'est quoi chez toi? C'est LinkedIn, Twitter, Insta, c'est quoi? C'est bungle.fr, on est un média. Et à côté, il y a aussi toute une chaîne de vidéos YouTube sur Bungle TV, si vous tapez ça sur YouTube, où on parle à la fois de l'entreprise, de ses produits, mais on a aussi toute une série de vidéos sur les coulisses de la marque, où j'explique ce genre de choses en détail. Ok, écoute, merci beaucoup pour tout. Merci pour la qualité de cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux, ça me fait très plaisir. Merci pour vos encouragements. Si ce podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous êtes à peu près 60% à écouter via Apple, donc ça a une vraie influence. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me laisser un message sur le site lesdigitaldoers.com et je vous dis à très bientôt. Au revoir.